Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des établissements médico-sociaux, le podcast qui met en lumière le travail formidable réalisé par les acteurs du secteur. Je m'appelle Arnaud Chevalier et après avoir été directeur d'EHPAD pendant 8 ans, j'aide les établissements de santé à adopter les meilleures innovations pour simplifier et améliorer leur quotidien. J'ai créé ce podcast pour partager les belles expériences portées par des gens passionnés. Avant de commencer, si vous appréciez ce podcast, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode et encore mieux, mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast et le partager à vos collègues. Sur ce, bon épisode. Alors bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Virginie Lequien-Drec et Bertrand Bavet, deux directeurs de SIAD qui ont créé une association pour regrouper les SIAD afin de défendre d'abord les intérêts de ces services et promouvoir l'expertise soignante. Alors merci à vous deux de participer à ce podcast et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de vous présenter. Bonjour Virginie Lequien-Drec, donc je suis infirmière de formation initiale, j'ai travaillé 10 ans en réa et ensuite j'ai travaillé en gériatrie pendant une dizaine d'années en EHPAD pour arriver sur un poste de directeur de SIAD depuis 7 ans et demi. Ok, merci. Et Bertrand? Donc, bonjour Arnaud, merci de nous recevoir. Alors, pour ma part, j'ai débuté comme aide-soignant où j'ai bourlingué sur du sanitaire, sur du médico-social, donc EHPAD, Institut d'éducation motrice enfant. Par la suite, j'ai repris ma formation d'aide d'infirmier. J'ai monté un service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés une fois diplômé. Et de là, j'ai été débauché par un groupement associatif pour pouvoir créer le SIAD en fait en 2012. Donc aujourd'hui, depuis 2012, je suis à la tête du SIAD. Ok, super. Alors, est-ce que, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, qu'est-ce qui vous a amené à créer cette association pour regrouper les SIAD? À la suite de l'éviction des SIAD du Ségur de la santé, on s'est posé la question de créer une nouvelle entité rassemblant tout l'ensemble des responsables de SIAD. Donc, c'était au mois de septembre-octobre 2020. On a attendu que les fédérations puissent négocier avec le ministère pour faire avancer les choses au niveau des SIAD. Et ne se faisant pas, on a décidé de créer notre association avec 3 autres collègues du groupe national domicile de la FEAP. Et ensuite, on a préféré créer l'association et ensuite aller chercher d'éventuels adhérents pour nous accompagner dans la démarche. Donc, notre volonté initiale était réellement de rassembler les responsables de SIAD et plus largement de SPASAD, de représenter les adhérents de la NARESIAD auprès des pouvoirs publics et de promouvoir la reconnaissance de l'expertise soignante des professionnels paramédicaux des SIAD et des SPASAD afin qu'ils puissent aussi bénéficier de la revalorisation Ségur au même titre que les soignants des EHPAD et du secteur sanitaire. Oui, parce que pour recontextualiser, avec le Ségur de la santé, au départ, tous les services à domicile et même les SIAD étaient exclus. La prime, c'était l'hôpital et les EHPAD. C'est ça, hein? Tout à fait, c'est bien ça. Donc au début, le SIAD n'était pas intégré au Ségur de la santé, ce qui faisait craindre une fuite de nos salariés, ce qui est logique hein, et Ben humain oui. à l'heure actuelle, de repartir vers le sanitaire, en plus de ça qui demandait du personnel en masse. Donc forcément, la crainte était la suivante, quoi, que le personnel quitte les structures à domicile, alors que pendant la crise, on avait quand même un rôle prépondérant pour les retours à domicile et éviter les hospitalisations. Ouais, éviter de surcharger l'hôpital parce que si le retour à domicile n'est pas possible. Et puis, au-delà de la problématique d'attractivité, voire de perdre les équipes, c'est aussi une injustice hallucinante. Inéquité totale entre les personnels soignants issus d'un même diplôme. Et alors, hormis ça, sur le coup, d'un point de vue du management, comment vous l'avez géré? Comment vous l'expliquez à vos équipes que ben voilà, il n'y a pas de revalorisation, pas de prime pour eux, alors qu'ils font le même job, ils font le job, quoi.
C'est difficile, mais ils ont suivi, enfin moi je sais que je les tenais au courant au fur et à mesure de l'évolution de la NARESIAD et des démarches que l'on pouvait faire auprès d'autres fédérations, des pouvoirs publics. Et c'est vrai qu'ils ils espéraient qu'on arrive à obtenir à un moment donné la revalorisation pour eux aussi. Et ce qui a été fait puisque nous sommes éligibles à partir du 1er janvier 2022 pour les SIAD associatifs ne relevant pas de la BAD. D'accord. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils n'ont toujours pas eu de prime. Toujours pas. Un an plus tard, donc ils attendent sagement. Voilà. Et est-ce qu'il y aura un rattrapage prévu ou... Officiellement, non. Ouais, Maintenant, certaines ARS ont autorisé un rattrapage de 3 mois si on est excédentaire, si on a des ouais, fonds de réserve et compagnie. ouais, d'accord. Ce qui pourrait plus s'apparenter à ce qu'on appelle un peu couramment une forme de prime Macron, un bonus. D'accord. Sauf qu'il faut pouvoir le payer, et ce qui n'est pas toujours évident. Alors, ce n'est Et pas qui une va. prime. C'est pas C'est une pas prime. une prime, c'est une revalorisation salariale qui est intégralement intégrée dans le salaire. Donc, Oui, c'est quelque chose de pérenne, en fait. mais à partir de 2022. Mais à partir de Donc, après, 2022. c'est déjà ça, hein, c'est au moins ça. Mais c'est vrai qu'on peut se dire il y a plus d'un an de retard. Donc, Alors, il y a certains un manque SIAD à ont eu la gagner. possibilité de le donner par anticipation. C'est ce Ouais, que personnellement on a fait dans mon association. On le donne les 183 € net par mois depuis le mois de juillet d'accord. 2021. Mais on ne sera, j'ai pu candidater pour avoir des CNR que Ouais, pour le dernier trimestre 2021. Donc, c'est pris sur les fonds propres, enfin sur les excédents en fait de 2020. ok. Et pour ma part, étant donné que nous, on fait partie justement de la BAD, Ouais, qui a été revalorisée, les salaires ont été revalorisés avec l'avenant 43 depuis ce mois-ci. d'accord. Donc, pas de Ségur de la santé au 1er janvier 2022. Donc, pour éviter les injustices, nous, on est passé justement par des primes Macron pour bonifier un petit peu les salaires et puis remercier les salariés de leur efficacité et du travail qu'elles ont apporté durant toute la crise, quoi. Bah, durant toute la crise et même après, parce que j'imagine, alors on s'écarte un peu du sujet, mais finalement, ça reste le contexte difficile à la fois de l'ensemble des établissements médico-sociaux, mais surtout des services et des services à domicile. C'est au niveau recrutement, comment vous tenez avec les pénuries qu'on a d'infirmiers et même d'aides-soignants, ça devient très compliqué. Alors, pour ma part, j'ai une équipe assez soudée et je m'en sors à peu près bien. On arrive toujours les week-ends à avoir des étudiants infirmiers quand il y a besoin. Et sinon, après, malheureusement, régulièrement, je remets ma blouse pour aller Ah oui, aider sur le terrain. d'accord. Pour moi, on est en grande difficulté au niveau des personnels soignants et surtout sur les aides-soignants. Les infirmiers, ça se présente la difficulté est un peu moindre. Je suis obligée d'annuler des passages régulièrement et jusqu'à 50% des effectifs des usagers plusieurs fois dans la semaine. On a aussi, on ne fait plus d'admission depuis le mois de mai, de Ouais. nouvelles admissions. Et les retours d'hospitalisation de plus d'un mois ne sont plus faits non plus. D'accord. C'est terrible et en même temps, ça illustre la difficulté qui est issue ou pas de la crise, mais en tout cas la difficulté actuelle dans laquelle sont les services. Et je trouve que ça justifie, ou en tout cas, c'est tellement cohérent par rapport à la logique de du coup se rapprocher, travailler ensemble, trouver des synergies. On voit que les financements, bon, ça arrive un petit peu au fur et à mesure, mais quand même tardivement après la bataille. Et ça veut dire qu'il ne faut pas que compter sur le financement, dans la mesure où, de toute façon, même si on finançait des postes supplémentaires, c'est ce qu'on demande dans les établissements depuis des années. Aujourd'hui, même si on avait le financement, de toute façon, on ne trouverait pas preneur sur les postes, on ne trouverait pas les soignants qui pourraient faire le job et prendre les postes. Donc ça montre, je trouve, l'urgence même de trouver des nouvelles solutions, d'innover, d'inventer des nouveaux moyens, d'optimiser aussi les moyens actuels
pour à la fois répondre aux attentes des usagers que vous accompagnez et puis pouvoir s'occuper de tout le monde, en fait, parce que finalement, on entend même certains EHPAD dans certains départements pareil, qui font plus d'admission parce qu'ils sont plus en mesure d'accueillir et surtout d'accompagner les personnes. Alors, pour revenir à votre association, donc c'est une association qui s'appelle l'ANARESIAD. Ça veut dire quoi? Pourquoi ce nom-là? Association nationale des responsables de SIAD et de SPASAD. C'est l'acronyme, en fait. Ça marche. Donc, comme ça, c'est clair. On le décrira dans les notes du podcast. À quel moment vous dites il faut qu'on se regroupe et qu'est-ce que vous faites pour aller chercher des collègues, pour créer ce réseau? La réflexion est née au mois de septembre-octobre 2020 et on est passé vraiment à l'action au mois de février 2021. Et c'est suite à la création de l'association avec le dépôt en préfecture, enfin toutes les démarches officielles, que j'ai fait un post sur LinkedIn pour pouvoir essayer de sensibiliser d'autres responsables de SIAD et nous faire connaître. Et c'est comme ça que petit à petit, la mayonnaise a pris. On a eu quand même pas mal de retours de personnes en province, moins sur Paris, mais plus en province. Et on a eu aussi la chance d'être repérés aussi par les oubliés du Ségur, le collectif 68, ce qui a aussi permis d'avoir beaucoup de responsables qui ont adhéré aussi. Quasiment l'ensemble du collectif adhère à l'ANARESIAD. Et ensuite, on a aussi beaucoup de monde dans les Pyrénées-Atlantiques, 64. On a énormément d'adhérents et on essaye on est dans 44 départements. Même la Corse, même 2 adhérents corses sont chez nous. Ok, c'est super intéressant. Et du coup, ça fait combien d'adhérents en tout? 132. 132 en finalement un peu moins d'1 an. Donc, c'est quand même un beau démarrage, surtout en période un peu même beaucoup difficile, où le danger, on en reparlera certainement un peu après. Enfin, le danger, moi, je trouve ce qui est difficile sur la dimension de réseau et de fédération, c'est que surtout dans un moment tendu, on a tous un peu tendance à remettre un peu le nez dans le guidon, à gérer le quotidien, les problématiques, les recrutements, tout ce à quoi on peut être confronté, et à pu prendre le temps et de regarder un peu ailleurs, de s'ouvrir et de regarder ce qui se passe à côté et de travailler ensemble, alors que ça semble indispensable. Donc, au niveau de vos objectifs et de vos statuts, on comprend l'objectif de défendre l'intérêt des SIAD, notamment vis-à-vis du Ségur, vis-à-vis de la réglementation. Est-ce qu'il y a d'autres intérêts que vous prévoyez de défendre ou qui s'imposent? Oui, on a en fait, le fait de rassembler donc les adhérents, les responsables de SIAD, pour éviter quand même l'isolement, parce que bien souvent, on se retrouve isolé dans nos structures, et aussi créer du lien, des groupes de travail ou des commissions, on va le définir prochainement, par rapport à travailler en commun sur des outils. Le but, il est aussi d'échanger, parce que, par exemple, moi, j'ai un collègue du sud de la France qui m'a appelé dernièrement pour savoir comment fonctionnait notre ARS sur les renforts qu'on demande actuellement en personnel soignant. Puisque les ARS, malheureusement, ça reste régional et ne communiquent pas forcément entre eux sur les avantages qu'ils peuvent donner aux structures sur leur territoire. Donc, le but de l'ANARESIAD, il est là surtout de pouvoir échanger tous ensemble, mettre des pratiques en commun et avancer tous ensemble pour le bien de nos patients au niveau national. Oui, parce que d'une certaine manière, on a toujours les mêmes problématiques, les mêmes modes de fonctionnement. Enfin, c'est pas ça, c'est le même objectif, le même fonctionnement, mais finalement avec des outils, avec des pratiques qui peuvent être parfois très différentes.
et qui ne vont pas avoir forcément les mêmes effets. Et c'est vrai que voilà, si vous repérez d'un côté une bonne pratique, quelque chose qui est performant finalement, autant le partager à tous et c'est ce qui permettra de faire grandir tout le monde. C'est tout à fait ça. ça. Bon, ça va alors. Et le deuxième point, c'était promouvoir l'expertise soignante. Vous entendez quoi par là? On est trop souvent assimilé à des aides à domicile. En fait, les SIAD ne sont pas connus. On ne sait pas, dans la population et même au niveau des politiques, on ne sait pas trop ce qu'il y a dans les SIAD comme métier. Et nous ne sommes pas des aides à domicile, nous ne sommes pas des auxiliaires de vie, nous sommes des aides-soignants diplômés d'État avec 1 an de formation et des infirmiers diplômés d'État avec 3 ans de formation. Et nous voulons valoriser cette expertise soignante. Mais attention, nous ne sommes pas en concurrence ou en compétition avec les SAD. Nous avons tous à la NARESIAD notion qu'il faut qu'on travaille ensemble, en complémentarité. On a besoin de tout le monde sur le terrain à domicile, aussi bien les aides à domicile que les auxiliaires de vie, que les aides-soignants, que les infirmiers, mais chacun son domaine d'expertise et chacun ses responsabilités. Il faut travailler en complémentarité et non pas en concurrence. Ok, aujourd'hui, vous sentez une forme de concurrence? Quand on écoute les médias, quand on parle de domicile, clairement, on nous parle d'aide à domicile ou on nous parle d'infirmiers libéraux. Mais nous, les SIAD, n'émergent jamais dans les communications, dans les médias. On n'entend jamais parler des SIAD. Or, on est 2200 à peu près en France. On maille tout le territoire national. Donc, on va dans les villages les plus reculés de France. Ouais, carrément. Après, je trouve que c'est un problème de façon générale du monde médico-social. Je pense que de toute façon, le secteur médico-social, la santé en général, c'est très peu connu, sauf quand on est confronté. C'est là où on découvre et c'est là aussi la difficulté parce que finalement, on apprend, mais un peu tard et quand on est un peu en difficulté. Si vous voulez, moi, c'est même un peu pour ça que j'ai lancé ce podcast. C'était l'idée de voir sur BFM pendant le confinement tellement d'énormité au sujet des EHPAD et de se dire, mais c'est pas ça du tout un EHPAD. Et voilà, il y a des grands raccourcis qui sont pris. Et à la fois, c'est vrai que c'est un peu normal parce que les gens connaissent pas. On découvre tard et puis il y a tout un enchevêtrement, un maillage de services avec des acronymes compliqués où finalement les gens ne s'y retrouvent pas. Et je pense qu'il y a un réel besoin d'expliquer en fait, d'expliquer ce que c'est, expliquer comment ça marche. Et je pense que vous avez absolument raison d'expliquer tout ça. La difficulté, c'est comment on touche le grand public. Vous voyez, moi, j'ai fait un podcast, mais qui s'adresse en fait pas du tout au grand public parce que on est, c'est un... ça va être écouté par des gens qui sont des professionnels en fait, qui connaissent déjà, qui vont essayer d'aller chercher un petit peu plus d'infos sur des sujets précis, mais qui connaissent, qui ont déjà une bonne vision de tout ce qui se passe. Du coup, comment vous allez essayer de toucher un public plus large? Est-ce que vous avez des idées? On travaille en discutant avec certains députés pour voir comment éventuellement on peut médiatiser plus la profession, attirer de nouvelles personnes dans nos formations. Mais il est vrai qu'une campagne médiatique nationale au même titre que ce qui s'est passé pour l'armée, ce serait l'idéal, mais ça a un coût financier tellement énorme que est-ce que Bercy accepterait de financer ce genre de publicité en fait? Ouais, on a vu quelques publicités récemment en plus, mais c'est vrai qu'ils englobent service à domicile au sens très très large, quoi. Et ce qu'on entend, c'est le service à domicile, les aides du quotidien, et on parle moins du soin. C'est ça, hein. Ils sont surtout orientés SAD au niveau des diffusions. Hein. C'est la perception que les gens vont avoir. En tout cas, il y a ça ne va pas s'améliorer avec les services autonomes qui arrivent.
Bah les ouais. futurs services autonomie où les SAD vont, vont basculer directement dans le service autonomie et où nous, les SIAD, nous devrons attendre la publication du cahier des charges. Donc, pour les SAD, c'est 2022. Et nous, il faudra attendre la publication du cahier des charges en 2023 pour pouvoir se porter candidat pour être éventuellement accepté, reconnu, validé, autorisé, service autonomie avec la partie soins. Et là, il y a un grand flou artistique sur les mois, durant les mois qui arrivent. D'où l'importance de faire reconnaître notre expertise de terrain, hein, sans dénigrer le métier d'auxiliaire de vie, bien au contraire, parce que heureusement qu'elles sont là également. Mais aujourd'hui, une aide-soignante, elle a plus de capacité au niveau sanitaire et accompagnement de la personne dans ses soins d'hygiène et de confort qu'une auxiliaire de vie. Oui, bien sûr. Et alors, qu'est-ce qui fait qu'au niveau des SIAD, il n'y ait pas suffisamment de représentation et que finalement vous soyez un peu les derniers, pas les derniers servis, mais voilà, il y a une forme de. Enfin voilà, alors je pense que tout le monde subit un peu les décisions, les évolutions, et puis c'est comme ça, c'est dans un monde qui change, qui évolue, avec une société qui évolue aussi très vite et qui doit faire face à des grands changements. Mais pourquoi, d'après vous, vous n'êtes pas mieux représenté? Les SIAD existent depuis 40 ans quand même. Bah ouais. Chaque SIAD appartient un petit peu à une fédération, à une grande fédération employeur. Mais on est un petit peu trop dispersé en fait dans toutes ces fédérations. Et c'est pour ça que l'on a souhaité créer une association unique représentant toute forme, tout statut juridique de SIAD pour essayer de fédérer un maximum de représentants, enfin de responsables de SIAD. On a réellement souhaité créer cette association pour fédérer l'ensemble des responsables de SIAD au niveau national, quel que soit leur statut juridique et leur appartenance à une autre fédération. On n'a pas vocation à se substituer à une fédération. On veut juste être un petit peu l'huile dans l'engrenage pour faciliter les choses. Oui, Si je peux ajouter, pardon, excuse-moi, si je peux ajouter quelque chose. Donc, effectivement, la NARESIAD a été à la base pensée et créée par des membres de la FEAP, mais aujourd'hui, il regroupe des membres de la DMR, des personnes qui n'adhèrent à aucune fédé. Enfin, voilà, c'est vraiment très, très large au niveau Je ne signale des pas. fédérations, voilà, tout à fait. Au niveau des fédés, du personnel et des gens qui adhèrent, c'est très, très large. Ok. On a de la FHF, on a du territorial. Oui, c'est super intéressant parce que du coup, vous êtes vraiment centré SIAD parce que les fédés, les grandes fédés, si on parle de la FEAP, si on parle de la FHF, enfin, c'est des fédés qui sont quand même énormes et qui traitent beaucoup de sujets, qui passent du sanitaire au médico-social, aux EHPAD, aux services à domicile. Et c'est vrai que finalement, les SIAD, au niveau du poids dans tout ça, c'est assez, c'est pas minime, mais c'est un petit poids par rapport à l'hôpital, par exemple. Et le fait de se recentrer et de parler exclusivement SIAD, c'est aussi un moyen à la fois d'être plus audible et certainement d'avancer un petit peu plus vite et peut-être d'apporter aussi une forme d'énergie et de nouvelles idées, par exemple, à ces fédés qui sont quand même très actives et qui peuvent avoir un poids même politique, quoi. Alors, on travaille, ce qui est important quand même de préciser, c'est qu'on a sollicité, on s'est présenté à toutes les fédérations et on a sollicité des rendez-vous avec chacune d'entre elles pour trouver des points de convergence sur lesquels on pourrait travailler ensemble et du coup faire avancer la cause, je ne sais pas si on peut dire ce terme-là, la cause des SIAD ensemble. On n'est vraiment pas dans l'opposition et ça, c'est notre leitmotiv. C'est vraiment, on est en complémentarité avec les fédérations qui sont déjà en place et le travail énorme que chacune fait déjà à son niveau. Et vous avez été bien reçus? Ils vous ont accueilli Ça dépend bien desquels. comme il faut? Ouais, Ça plus ou dépend moins. desquels, mais on a eu des retours positifs et on a déjà commencé nos entretiens et nos rencontres avec certaines et ça se passe bien. Ok, bon, bah, super. Alors,
est-ce que c'est difficile d'impliquer, de fédérer les directeurs, les directrices dans ce projet? Vous avez déjà eu du monde, mais votre sentiment, est-ce que c'est facile ou est-ce que c'est difficile? C'est difficile depuis que le Ségur depuis qu'on sait, enfin depuis le mois de juin, juillet à peu près, où on sait que la revalorisation Ségur devait arriver en janvier 2022. Effectivement, c'est un petit peu plus compliqué de mobiliser les personnes. Là, on a d'autres thématiques, notamment les services autonomie. Donc, c'est vrai qu'on va communiquer là-dessus. Et puis, au sein de l'association, on a la chance d'avoir un conseil d'administration qui est dynamique. Chaque membre du conseil d'administration est impliqué dans la NARECIAT, participe, on fait des visios une fois par semaine et chacun, en fonction de ses disponibilités, est présent. En tout cas, il y a toujours du monde à ces visios. Et quand on ne peut pas se connecter, eh bien, on s'informe les uns on s'informe les uns les autres. Et il y a une réelle dynamique au sein du conseil d'administration. C'est ça que je voulais vraiment marquer. Oh, super. Est-ce que pour vous, c'est un moyen aussi de retrouver de l'énergie dans dans un métier qui est, surtout en ce moment, mais quand même un peu compliqué, passionnant, mais compliqué, très chronophage, un peu épuisant? Est-ce que c'est un moyen aussi de reprendre des forces, de se soutenir et de retrouver aussi un peu d'énergie? Si, c'est bien le cas, effectivement, parce que, enfin, on a tous nos problématiques en fonction de notre territoire et malheureusement, beaucoup de problématiques reviennent couramment sur le tapis, hein, le manque de personnel, les admissions qu'on doit annuler, les retours d'hospice qu'on refuse. Maintenant, ça permet de pouvoir échanger, de trouver de nouvelles énergies, de mettre des nouvelles choses en place et de ce fait de se dire, bah, mince, ça va, je ne suis pas tout seul dans mon coin, je baisse les bras, j'en ai marre. Ouais. Là, ça permet vraiment d'échanger, de remettre un petit coup de boost quand ça va vraiment pas et d'avancer. Je voulais aussi vous poser la question, quel lien vous voyez dans le futur, par exemple, avec l'EHPAD? Et qu'est-ce que vous pensez de l'EHPAD du futur? Il ne faut pas cloisonner en disant l'EHPAD, c'est lui le chef de file sur le territoire. Non, il faut laisser cette souplesse d'organisation aux acteurs de terrain pour savoir qui, dans quel domaine, peut prendre un petit peu les rênes et pouvoir être ressource pour les autres. Ouais, c'est ça, partager les compétences et puis juste savoir discuter, mais c'est peut-être ce qu'il y a de plus dur. Créer les liens, les habitudes d'échange, de partage. Il faut se rencontrer déjà physiquement. Ouais, Avant tout, il faut faire le tour et se rencontrer entre directeurs ou responsables. Et une fois qu'on s'est vu physiquement une fois, c'est nettement plus facile après. ouais, bien sûr. Et même après, c'est vrai que par rapport aux équipes, ça peut être tellement plus simple et moins de rupture brutale dans le parcours, un meilleur accompagnement. Puis j'imagine aussi même humainement pour les équipes des SIAD qui ont accompagné pendant peut-être des années, du jour au lendemain, c'est fini, plus voir la personne, c'est quand même assez dur que finalement, si on peut passer un flambeau à la fois d'information et tout ça, c'est bénéfique C'est plus satisfaisant pour tout le monde. pour tout le monde. Et en plus, on peut aussi mutualiser des formations. C'est ce qu'on a fait avec les SIAD aux alentours, les EHPAD aux alentours. Dans mes locaux, on a mutualisé des formations style référent bien traitant, style FGSU, enfin, des choses comme ça. Ouais, c'est sympa. Puis j'imagine aussi que ça doit permettre, souvent les formations mutualisées, ça a cet avantage-là, c'est que ça permet de faire connaître le SIAD aux équipes de l'EHPAD et vice-versa. Et puis peut-être aussi comment dire, de désamorcer peut-être certains a priori en disant bah, à l'EHPAD c'est comme ça et tout ça, ou à domicile bah, c'est terrible parce que c'est comme ça. Et finalement, se dire bah, en fait non, voilà, ça a des avantages, des inconvénients. Ça, c'est intéressant. Et vous disiez, vous êtes aussi porteur d'un projet d'infirmière de nuit? Oui, j'ai répondu à un appel à candidature en 2018 pour pouvoir porter le dispositif continuité des soins la nuit en EHPAD.
Et donc, j'ai contacté 4 EHPAD qui étaient sur mon territoire. Ils ont répondu favorablement. Donc, j'ai monté le projet avec eux, bien évidemment. On l'a construit ensemble. Et du coup, c'est le SIAD qui est financé pour pouvoir embaucher des infirmiers la nuit. Et on a, par contre, je tenais absolument à ce que ce soit du présentiel. Et les EHPAD étaient aussi favorables, donc on a construit le projet comme ça. Il y a un infirmier qui tourne sur les 4 EHPAD, mais de la première partie de nuit, il est en présentiel pendant au moins 1h30 dans chaque EHPAD. D'accord. Ensuite, il y a sa pause et ensuite, il y a de l'accompagnement théorique auprès des équipes d'un EHPAD. Il change ensuite d'EHPAD et il y a un accompagnement pratique puisque les infirmiers sont quand même garants de la qualité des soins. Donc, du coup, ils font l'échange, enfin, pas tout l'échange avec eux, mais en tout cas, ils tournent avec les soignants sur place. Ça a été un petit peu désorganisé du fait de la crise Covid, hein, faut être clair. Mais c'est vrai qu'à la base, c'était écrit comme ça. Le projet était monté comme ça. Ok, c'est super intéressant. Et c'est là où ça peut peut-être aussi rejoindre un sujet de plateforme, en fait, de plateforme de compétences, où là, finalement, c'est le SIAD qui peut aussi partager finalement sa ressource et ses compétences avec l'établissement. Et sur un sujet dont on a déjà un peu discuté, mais oui, le centre de ressources n'est pas forcément l'EHPAD, ça peut aussi être le SIAD. Et ça, c'est important de le voir comme ça et peut-être de le promouvoir. Parce qu'aujourd'hui, on aura peut-être tendance à se dire que finalement, peut-être par rapport à une question de taille, l'EHPAD est le centre ressources, alors que pas forcément. Et on a aussi des collègues, notamment dans le 64, qui ont des équipes de repérage de la fragilité, qui pour le coup interviennent aussi, peuvent intervenir aussi auprès des EHPAD. Donc en fait, il n'y a pas que l'infirmière de nuit, il y a beaucoup de projets sur le territoire que portent les SIAD qui peuvent être vraiment utiles et ressources pour les EHPAD. Ok, super. Alors pour conclure, la question sans doute la plus importante, comment on fait pour vous retrouver, pour adhérer, pour vous rejoindre aujourd'hui? Sur le site internet, donc www.anaresiad.fr. Donc, on a un de nos administrateurs qui est très doué en informatique et qui nous a créé le site. Alors, évidemment, il est perfectible, hein, mais c'est déjà ça, ça a le mérite d'exister. C'est déjà ça, il a le mérite, voilà, il a le mérite d'exister. Et il y a un bulletin d'adhésion sur le site directement. On a aussi une boîte mail. On la mettra dans les notes. Je crois que c'est anaresiad.com. Voilà. Bon, de toute façon, j'imagine que qu'on peut la retrouver sur le site. Vous êtes assez actif du coup sur les réseaux sociaux. Moi, c'est comme ça que je vous ai trouvé, à travers le post. Du coup, est-ce que sur LinkedIn, il y a une page ou est-ce qu'on vous contacte plus individuellement? Non, c'est plus individuel. Et puis, c'est vrai que ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas fait de post sur LinkedIn, hein, je reconnais. Bon. J'avoue que c'était au début pour attirer un petit peu le client, mais là, je n'ai pas fait depuis longtemps. Mais on est un petit peu pris par nos occupations quotidiennes et c'est compliqué de trouver le temps de tout faire correctement. Non, bien sûr. En tout cas, on peut vous retrouver par Internet. Les contacts peuvent se faire très facilement et notamment les conseils d'administration par visio. Donc, il y a ce côté aussi très pratique et qui vous permet à la fois de toucher toute la France. Voilà. Alors, pour conclure, est-ce que si vous aviez un mot à dire à des directeurs de SIAD qui peuvent nous écouter? Rejoignez-nous. Et voilà, on va rester là-dessus. Une dernière chose, alors c'est pas ouvert qu'aux directeurs, hein, c'est également ouvert aux IDEC. D'accord. Il n'y a pas de souci, ils peuvent également venir s'inscrire et nous rejoindre auprès de l'ANARESIAD, puisque c'est les responsables en toutes sortes. Oui. Et on sait bien que les SIAD, bien souvent, c'est très petit et c'est géré aussi par des gros organismes avec un directeur de pôle ou un directeur d'entité. Et de ce fait, c'est l'IDEC qui est plus là en management. Ok, ouais, qui gère le quotidien et qui du coup est au contact des
ces différentes problématiques. Ok, et ben en tout cas, merci à vous, merci pour votre temps, merci pour les infos que vous avez pu nous donner. C'est un sujet que moi je maîtrise pas très bien, mais du coup j'ai appris plein de choses, donc je suis content et je vous souhaite de pouvoir grossir, avoir un max d'adhérents et puis pouvoir peser à la fois peut-être dans le débat public, je ne sais pas, mais au moins de pouvoir faire avancer la cause des SIAD qui sont un maillon super important sur l'accompagnement des personnes, pas que les personnes âgées d'ailleurs. Non, personnes handicapées aussi. Donc de tout âge, donc voilà. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir contactés, de cette mise en lumière et puis de votre bienveillance envers les SIAD. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque ou proposition de sujet. Bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.